閉じる暗闇に咲くこと耳塞ぐ確かに刻むこと胸の奥身を揺らす心臓他に何も聞きたくない私が放つ音以外不協和音に居場所を探したり悲しい歌に救われていたんだけどあのバンドの歌が誰かに紛れ伏すって私間違いばかりみたい目を閉じる暗闇に咲くこと耳塞ぐ確かに刻むこと胸の奥身を揺らす心臓他に何も聞きたくない私が放つ音以外いらない背中を押すなよたやすく心触るな出発のベルが鳴る乗客を私一人だけ手を叩く私だけの音足鳴らす足跡残すまで目を開ける孤独な衝動を受け止めるここの衝動を今胸の奥確かめる心を他に何も聞きたくない私が放つ音以外Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, une heure de son japonais. Et avec nous, aujourd'hui, nous avons un invité qui est en ligne. Bonjour Yoshito. Bonjour, ça va ? Ça va très bien. Comment vas-tu et quel temps fait-il de l'autre côté de la Manche ? Parce que oui, tu es du côté du Royaume-Uni. Ouais, je suis à Londres. Moi ça va. Et du côté du temps, c'est un peu typique londonien, il pleut. Ah bah voilà. On a le même Ici temps aussi. ici. On a le même temps ici. T'inquiète ça va, pas. alors. Voilà, une sorte de connexion météorologique, c'est normal, c'est le mois de mars, avril, etc. Tout va bien. Yoshito avec nous pour parler de beaucoup de choses, pour parler d'un de tes projets et d'un Kickstarter qui va se lancer le 17 avril et pour parler de métissage. Et les deux, bien entendu, sont liés. Déjà, est-ce qu'on peut déjà commencer effectivement à parler de cette petite campagne de Kickstarter que tu vas lancer, si je comprends bien, donc le 17 avril, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. C'est pour un livre alors ? Voilà, c'est une bande dessinée sur le bilinguisme en fait. C'est une bande dessinée pour les enfants où je traite de ce que c'est que d'être bilingue, de grandir bilingue. Donc l'héroïne est une enfant qui a grandi bilingue, mais on la retrouve à 14 ans et elle parle plus vraiment une de ses langues. Donc c'est un peu tout ce que c'est que d'être bilingue. Donc est-ce qu'il faut vraiment parler parfaitement ces deux langues ou pas ? Et voilà, je ne sais pas si j'en parle plus maintenant ou si on en parle plus tard. Eh ben, on en parlera tout au long de l'émission, mais on va en garder pour la suite. Voilà, on va en garder pour la suite. Et déjà aussi parce que du coup, bah oui, le bilinguisme va être le point central. Je pense qu'on va commencer par déjà te présenter. Tu es donc franco-japonais, résident à Londres, et tu as vécu entre les deux cultures. Donc tu as grandi à Lyon, donc avec une culture française, mais toi à la maison, est-ce que vous parliez japonais par exemple ? Ouais, voilà. Donc mon père est français, ma mère est japonaise, donc je parlais français avec mon père, japonais avec ma mère, français avec mon frère aussi.
Et le japonais, c'était juste avec ma mère ou à l'école, parce que j'allais à l'école le samedi en primaire. Puis après, j'allais à la Cité scolaire internationale, où là, j'avais des leçons en japonais aussi. Voilà. Puis après, il y avait la connexion avec ma famille au Japon. Mais ouais. Ouais, effectivement. Et donc du coup, alors, on va peut-être même carrément faire un parallèle avec le livre que tu vas nous présenter, enfin que tu vas nous présenter au cours de cette émission. C'est que il y a un petit extrait qui m'a beaucoup fait marrer, c'est que finalement le japonais devenait une sorte de langage secret. Quand on voulait pas que les Français comprennent. Ça, c'est vraiment le réflexe classique, effectivement. C'est pratique dans toutes les langues d'ailleurs. On a la même, effectivement. Voilà, je pense que c'est pareil pour toi, Léo, c'est pareil pour moi. Et du coup, comment tu vivais ça ? Est-ce que du coup, t'étais peut-être surpris quand d'autres personnes parlaient japonais ou comprenaient ce que tu disais ? Est-ce que c'est arrivé déjà, ce genre de cas de figure ? Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Trop. Genre, je pensais que les gens comprenaient pas et en fait, on me comprenait pas trop. Parce que quand je suis en public, j'essaie de pas trop dire des trucs méchants sur les autres, des choses comme ça. Mais sinon, ouais, c'était plus le côté où je pouvais parler d'autres langues. Et si, par exemple, avec mon frère, donc l'extrait qu'il y a dans le livre, c'est quand on jouait au foot. Et donc, des fois, on se disait des choses en japonais. Donc, on va de ce côté ou va par là, fais la passe à un tel, pour que les autres comprennent pas, mais que nous on puisse se comprendre entre nous. Ouais. Et du coup, je fais au Japon aussi, par contre, où là je parle en français avec mon frère et les autres comprenaient pas. Donc c'est l'inverse là pour le coup. Oui, c'est le français qui devenait la langue secrète. En fonction de là où tu es, quoi. Exactement. Voilà. On continuera un petit peu tout ça. Alors le livre s'appellera À la recherche des mots perdus, In Search of the Lost Words, un voyage bilingue à travers le temps. Et je garde un petit élément que tu nous expliqueras après la première petite pause musicale, avec un principe qui je trouve très très sympa et très participatif. Mais je ne fais que teaser la suite. Mais on en parlera juste après, effectivement. On a commencé avec Bocchi the Rock. Bocchi the Rock. Oui. Alors explique-moi un petit peu, Léo, parce que moi je connais sans connaître, j'ai vu des images et tout, voilà, mais je connais pas le principe. Et je connais pas du tout. Voilà, d'accord. Bocchi the Rock, l'animé complètement improbable que je ne pensais pas regarder, mais que tout Internet m'a obligé à regarder, parce que tout le monde a dit c'est l'animé des introvertis. Donc j'ai fait suis introverti, donc je vais regarder l'animé et c'est pas pour moi alors. C'est une série donc de 12 épisodes sur une lycéenne qui est une introvertie, mais vraiment compulsive. C'est même, je pense, ça parle même de comment dirais-je, de tout ce qui est anxiété sociale, enfin voilà, tout ce qui est ce problématique d'anxiété en public, au milieu des gens. Et donc elle est typiquement dans ce genre-là, donc elle a aucune amie au lycée, et elle pense pouvoir se faire des amis avec le rock. Donc elle apprend de la guitare. Ok. Apprend le rock, et ça arrange pas sa situation non plus, puisque c'est pas vraiment ça le problème. Et du coup, elle finit par trouver un groupe de rock au fur et à mesure, groupe de rock féminin. Elle constitue son groupe pas elle, non, elle est introvertie, donc c'est plutôt les autres qui allaient chercher. Mais elle constitue en tout cas, elle rentre dans un groupe, et du coup, c'est ça qu'on suit. Et c'est génial. C'est génial parce que c'est un animé, je vais pas aller faire trop long, mais c'est un animé qui est ultra bien réalisé, et surtout, ça parle vraiment fort, comme moi, aux gens introvertis. Ça me rappelle tout ce qu'on fait je pars 15 minutes dans les rêves parce que j'imagine le scénario de ce qui vient de passer dans la vraie vie, j'imagine le truc le pire. Enfin voilà, c'est exactement ça un introverti, c'est que ça imagine plein de trucs, des scénarios dans sa tête, et t'oublies que t'es en public. Faut que je regarde ça, moi. Ah non, c'est génial. 12 épisodes pour l'instant, saison 1, on espère une saison 2. Et voilà, et ça c'est donc un extrait d'une des chansons du groupe qui est très bien fait, alors que dans la série, vous verrez que dans les circonstances, c'est pas aussi bien joué. Mais là, pour le coup, c'est vrai. Parce qu'il faut que ce soit aussi cohérent. Voilà, il faut que ce soit cohérent avec le lore du dessin animé en lui-même, où effectivement le groupe de rock se constitue. Le titre c'est Anobando.
Ano Bando, that band. That's. Kesoku Bando pour le Nom du groupe. Ouais, c'est le nom du groupe. Bah, du coup, dans la série. Voilà, groupe dans la série, groupe constitué, donc j'imagine, vocalement, du casting vocal de la série. Exactement. Voilà, Les 4 seiyuu. Ok, ça marche. Yoshito, juste avant qu'on enchaîne, est-ce que tu as des coups de cœur, manga animé du moment, puisque j'aimerais bien te faire commencer en tout cas par une de tes sélections à toi, qui est Doraemon, puisque visiblement tu as l'air assez attaché au personnage de Doraemon et on peut comprendre. Est-ce que tu as, alors Doraemon pour le coup c'est le générique de 73 que tu nous proposes, carrément le tout premier, en plus c'était quasiment en noir et blanc en plus à l'époque. Est-ce que à l'inverse tu as des coups de cœur, parce que tu as des enfants, est-ce que tu as des coups de cœur manga animés en ce moment, justement, ce que tu as lu ou vu dernièrement? Récent, non. Je crois parce que je suis un peu déconnecté. Enfin, j'ai pas trop le Japon dans mon environnement en ce moment. Ma femme est coréenne, donc mes enfants sont... Enfin, à la maison, c'est français-coréen. Donc des animés japonais, j'en ai pas trop du moment, non. Ok, d'accord. Mais il reste toujours les grands classiques, évidemment, Doraemon. Alors ça, c'est... Mais t'as grandi avec ça, forcément, oui, bah t'as eu ça à la télé. Nous, on n'a pas eu ça en France. Non. En fait, non, si, il y avait un petit peu. Un petit peu. En fait, ouais, quand j'étais petit, j'étais trop fan de Doraemon. Et à un moment, j'ai su que ça passait en Espagne. Oui. Donc j'étais dégoûté que ça passe pas en France. Et un peu plus tard, quand j'avais, je crois, 12-13 ans, je l'ai vu à la télé sur une chaîne câblée, je sais plus c'était laquelle. Ok. Mais c'était en français. Et j'étais super déçu parce que c'est pas les mêmes voix. Bah non. Et en fait, quand on parle en japonais, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a tout un côté culturel où il y a une manière de parler en japonais que si tu traduis en français, bah, l'intonation avec les images, ça va pas et du coup, j'ai pas aimé en français. C'est compliqué quand tu connais en plus le phrasé japonais, effectivement. Ouais. Moi, j'ai des animés comme ça aussi, Slayers, que je peux pas regarder en français, parce que juste entendre le son de la voix, je ne supporte pas. C'est-à-dire que la voix française, je peux pas. Lina se comporte comme une gamine de 15 ans qui a des super pouvoirs, donc complètement irresponsable, mais il y a aussi du coup tout le phrasé adolescent, si j'ose dire, japonais, Puis, avec les formules de phrases qu'on peut pas traduire en français en fait. Même, ils lui ont donné une voix affreuse. La pauvre. La pauvre, ok. Allez, on enchaîne du coup. Pour nous appeler, 04 78 39 18 15. Retrouvez-nous sur internet, sur moteki-radio.fr. Et en live tout de suite sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter. Et on va essayer de régler le problème de son parce qu'il paraît que ça sature. Bah oui, mais on a beau faire ce qu'on peut, mais on est au minimum du son et ça sature quand même. Donc après, ils vont nous avoir. Ça veut dire qu'en fait, on doit régler le volume différemment. On doit s'y prendre. Je vais voir. Vous allez, attendez-vous sur le Twitch à voir l'image beaucoup bouger parce que je vais aller farfouiller dans les menus pendant mais ce ça temps. devrait pas sauter parce que je vais pas m'en occuper. Allez, Satoko Yamano pour l'interprète, Doraemon no Uta, tout simplement, à la chanson Doraemon. Et c'est parti, on est ensemble sur Muteki avec Yoshito jusqu'à 10h. 「
Yeah. 1, 2, check, 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 check. Special collaboration. Huh. Yeah, haha. Come on, come on. Yeah. No, take it out. Yeah, take it out. No, take it out. SEO, Zipla. Yeah, house show. The Dragon Ash show. Come on. Come on. Yeah. Next up. Turn off radio.そう今日も聞こえるよ風に揺られ流れるステレオ肩で刻む軽快なリズム思いを乗けて届けるよライムよく晴れた空の真下僕らは遥かな未来目指しましたマスターキー握りしめ出発雑踏の中キックダウンビッグハウス今思う戦いの日々感謝することに溢れ出す慈悲しのぎを削ったあの攻防戦今なお続くここは最前線父から得た揺るぎない誇り母がくれた大きないたわり君にもらう温かいぬくもり明日への糧に生き抜くために 俺は東京生まれヒップホップ育ち悪そうなやつは大体友達悪そうなやつと大体同じ裏の道歩き見てきたこの街渋谷六本木そう思春期も早々にこれに続婚にカバンなら置きっぱなしできた高校にマジ親に迷惑かけた本当にだが時は経ち今じゃ雑誌のカバーそこら中で幅引かせたんだだマイク掴んだらマジでナンバーワン特許代表トップランカーだそうこの地この国に生を授かりジャンに無敵のマイク預かり仲間たち親たちファンたちに今日も感謝して進む荒れたオフロードYeah, mic check 1, 2比依する国に僕ら生まれ育ち今こうして踏みしめる大地常に開く新しいページ旅に出ようそれぞれのステージここに綴る喜びと感謝共に奏でる真の理解者包み隠さず時代を描写プレッシャー跳ねのけて乱反射注ぎ込もう溢れ出す感情いつの日にも絶やさない愛情ひるむことなく飛び込む戦場枯れることなく咲く百合の紋章優しい風抜ける昼下がり虹が覗いたこんな雨上がり日の光映した水たまり日々の喜びここに賛美 Come on, so no take it out Yeah, SEO, come on, yeah, yeah この胸の高鳴りを歌に乗せて日々ここにあるもの手に
j'ai revu le clip il y a pas longtemps, justement pour les besoins de cette émission, et il était jeune, Zebra. Mon Dieu qu'il était jeune. Aujourd'hui, il a plus de 25 ans de carrière, quelque chose comme ça. Donc on est en 1999 et là c'est Dragon H featuring Ako et Dragon Zebra. H. Je crois que tu as fait plaisir à Alpha. À Alpha. Je sais pas, parce que Alpha, Zebra, c'est un petit peu le... Comment vous expliquer c'est un peu le Yoshinoya du hip-hop japonais, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde le connaît et tu sais que tu vas manger le minimum et que ce sera pas dégueulasse. Mais est-ce que pour autant, c'est recherché. Est-ce que pour autant, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement pointu? Ça peut l'être. On l'a vu participer à certains projets et notamment certains dont Alpha nous avait narré les aventures. Notamment un projet jazz hip-hop dans lequel il avait posé son flow. Il y a d'autres choses également. En fait, il met beaucoup de monde en relation. Il est présent sur énormément de projets. Il fait un peu grand frère sur certains projets et des fois invité de luxe sur d'autres. Donc il est incontournable. Donc le comparer à Yoshinoya, c'est un petit peu méchant également parce que il est aussi un petit peu tout à la fois. Ça serait un petit peu plutôt l'izakaya où tout le monde va, mais sans même réfléchir en disant bon bah de toute façon on y mangera correctement quoi. Voilà, quoi qu'il en soit, ce sera jamais dégueulasse. Et en fait, je ne sais pas quelle relation justement Alpha pourrait avoir avec lui, parce que du coup Alpha lui est plutôt parti sur des gens un petit peu plus pointus comme par exemple DJ Mitsu the Beats, Komachi, etc. Voilà. Et des gens voilà. où tu les connais pas encore, mais des fois tu dis mais ce gars-là on l'a pas déjà entendu, Alpha il nous l'a pas passé. Donc juste à l'instant, donc une autre sélection de notre invité Yoshito qui est avec nous également en ligne. Est-ce que tu es toujours avec nous ? Oui, je suis toujours là. Voilà. Et alors pourquoi as-tu choisi cette chanson-là ? Parce que là on disserte sur Zebra, le visage du hip-hop japonais, etc., qu'on le veuille ou non, mais qui est bon. Moi j'aime bien ce qu'il fait, mais par contre c'est vrai qu'il est omniprésent lorsqu'il s'agit de parler de rap. C'est l'ambassadeur en fait, c'est un truc de fou furieux. Pourquoi du coup c'est cette chanson-là en particulier ? Ça, c'est plus des souvenirs de lycée. Quand j'étais au lycée, c'était peut-être le seul moment où j'écoutais de la musique japonaise. Et donc j'ai été au lycée international. Oui. Et j'avais des amis donc qui étaient japonais, franco-japonais, et d'autres français aussi qui aimaient bien le Japon. Et du coup, c'était un des morceaux qu'on écoutait à ce moment-là. Je crois que c'était un morceau qui était qui était populaire à l'époque. Donc ça me rappelle mes années lycée. C'est la grande époque de Dragon H surtout. On les a vus collaborer avec DJ Crush. Alors là, pour le coup, on parle de pointu. On y est. DJ Crush. Alors nous, Jabez, non. Je pense que ça n'a jamais été le cas, mais DJ Crush, oui. Non, bref. mais c'est le gros période. Dragon H, Moi, j'étais trop jeune. C'était une époque aussi, du coup, où la musique japonaise se passait presque. Alors, c'est le début de l'internet, donc ça se passait de forum à forum, ou vraiment en physique sous le manteau. Physique, ouais. Comment vous viviez votre petit groupe de potes cet attrait pour la zik japonaise, la pop culture japonaise en général ? Je sais pas vraiment comment c'est venu, mais je crois que j'ai un ami qui écoutait beaucoup de hip-hop, qui était franco-japonais, et qui nous a fait découvrir ça. Et à cette époque-là, il y avait les mini-disques. Oui. Et du coup, lui, il en avait un, j'en avais un, et il nous gravait comme ça les morceaux. Donc après, je crois que c'est lui qui nous a fait découvrir Dragon H. Ok. Ok, d'accord. Donc, effectivement, mais les mini-disques, ça me fait marrer parce que du coup, j'ai bossé dessus. Et du coup, quand Ouais. Quand tu faisais quelques voyages, que tu retournais voir ta famille au Japon, genre tu t'allais dans les bacs pour regarder s'il y avait des trucs intéressants, et quand tu revenais, tu t'échangeais avec les potes. Est-ce que tu faisais dealer de musique japonaise ? Ouais. Un peu. Quand j'allais au Japon, c'était un peu rapporter des trucs du Japon, ce qui était à la mode, parce que j'avais des amis japonais au Japon aussi, et du coup, eux, ils me faisaient découvrir des trucs qu'ils aimaient. Après, je les rapportais en France, je faisais découvrir à mes amis, et ceux qui étaient japonais ou franco-japonais, pareil, ils allaient au Japon, et je crois que c'était un peu comme ça que ça se passait à l'époque. Ouais. Parce que comme tu dis, il n'y avait pas encore trop Internet, donc on ne pouvait pas aller voir sur Internet, il fallait aller au pays et ramener les choses. Ramener dans ses valises, c'est-à-dire que tu pars avec une valise vide, tu reviens avec 2 pleines. Voilà.
Un aspect à la recherche des mots perdus justement lié à ça, par rapport à la relation avec la langue en réalité, parce que du coup, toi tu parles, et tu as raison, tu parles d'un risque que la langue d'héritage que tu as, qui n'est pas la langue maternelle, mais qui est la langue étrangère que tu apprends et qui fait partie de ton héritage, peut devenir, si ça se passe mal, presque une corvée en quelque sorte, quelque chose qui a cet aspect scolaire qui rebute forcément les enfants et les adolescents. Toi, quelle a été ta relation justement avec le japonais? Tu as une maman qui est professeure en plus de ça. Est-ce que toi tu l'as vécu comme quelque chose de naturel, ou est-ce que tu as eu cet aspect dans un coin de ta tête qui disait j'ai quand même pas le choix quoi? Alors, pour parler et comprendre, c'était naturel parce que depuis que je suis bébé, en fait, j'avais de la famille au Japon, on parlait en japonais. Donc, le côté oral, c'était naturel. Par contre, là où j'ai accroché, ce qui m'a rebuté, c'était plutôt lire et écrire. Parce que pour moi, ça m'apportait rien de plus que de savoir parler. Parce que pour avoir des amis, pour parler avec la famille, c'est juste par l'oral. Mais du coup, écrire et lire, c'était que à l'école. Du coup, ça prenait un caractère un peu scolaire. Et je me disais à l'époque, mais je vais jamais vivre au Japon. Pourquoi je dois apprendre les kanji? Et du coup, c'est pour ça aussi que j'écris des livres pour pouvoir sortir sortir de l'école, de tout ce qui est académique, l'écrit et la lecture. Donc peut-être là, je suis en train de dévoiler un petit peu le truc que tu voulais qu'on garde pour plus tard. Mais c'est bien justement parce que c'est le moment en fait. C'est un peu la transition que je voulais, parce que la méthode que tu utilises donc dans ce livre qui est donc illustré, c'est une BD ou un manga, je ne sais pas le format qui va prendre, le format final que ça va prendre. Plutôt BD grand format franco-belge, ou plutôt manga, donc format plus petit poche? Alors plutôt A4, un format A4. Donc voilà, plutôt BD. Okay. Ouais. Et du coup, la raison, c'est que du coup, j'imagine, je peux en parler maintenant. Mais oui, justement, voilà. Alors, cette BD, en fait, je l'ai créée pour pouvoir donner aux lecteurs une raison d'écrire dans leur langue d'héritage. Donc, par exemple, pour mes enfants qui grandissent en Angleterre, avec le français et le coréen, ils n'ont pas vraiment l'occasion d'écrire le français, le coréen pour des choses utiles ou des choses des choses de tous les jours. Je veux pas que ça devienne trop scolaire. Du coup, dans cette BD, il y a cette héroïne qui parle pas très bien la langue de son père. Et du coup, elle arrive à comprendre quelques mots-clés que les gens disent pour comprendre à peu près avec la situation ce qui est dit. Mais après, c'est au lecteur d'écrire le dialogue. Donc, tout ce que elle comprend, donc tout le français, tout ce que les gens disent en français ou ce que elle dit en français, ça va être écrit déjà. Mais donc par exemple pour mes fils qui sont donc imagine ils veulent écrire en coréen, donc tout ce qui sera en coréen, ce sera eux qui devront l'écrire dans la bande dessinée, donc avec les illustrations pour les aider, la situation et puis les petits mots clés qu'il y a autour des bulles. Bah oui, tout à fait. J'en remets une couche sur ce que tu viens de dire justement. Il y a une illustration moi qui me parle tout de suite. C'est que il y a donc une petite qui fête ses 14 ans avec le papa qui fait joyeux anniversaire ma chérie, et ensuite on a 3 bulles avec à chaque fois donc une étoile. Alors à chaque symbole correspond, si je comprends bien, une langue. Et donc on a 3 bulles complètement vide. Alors avec quelques indications quand même, notamment le jus, miam, attention, bref, on a quelque chose on a quelques indications sur le ton sur lequel parlent les différents personnages, mais la bulle, elle est vide. C'est une bulle à compléter soi-même, donc c'est participatif. On peut justement on peut y écrire dessus quoi directement. Ouais. Et du coup le but c'était aussi que les enfants qui commencent à savoir écrire ou qui n'ont pas encore trop de vocabulaire, ils puissent écrire un petit peu, mais que ceux qui ont beaucoup plus de vocabulaire puissent aussi participer et écrire des choses plus détaillées. Donc c'est pour ça c'est laissé en fait. Les bulles sont assez grosses et c'est pour ça que je voulais faire en format A4 pour que ce soit assez gros, pour que un peu tout le monde puisse écrire dedans, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Et puis ceux qui écrivent pas beaucoup, les plus petits, ils écrivent plus gros. Donc je me suis dit que faire des grosses bulles en format A4.
Violaine, tu avais une question également. Oui, j'ai une question parce que tu parlais tout à l'heure que tes enfants, tes fils parlent français et coréen, mais toi techniquement tu parles français et japonais. Est-ce ça ils le voient ou ils l'apprennent parce que du coup ils doivent avoir quand même des contacts avec du coup leur grand-mère, si j'ai bien compris, qui parle japonais. Ouais. Est-ce que ça se perd pas un petit peu du coup? Donc le japonais en fait on l'a pas transmis. Donc ma femme leur parle en coréen, je leur parle en français. Et le japonais, quand on a commencé à élever nos enfants de manière multilingue, je me disais qu'on pouvait pas passer transmettre deux langues, enfin que la même personne pouvait pas transmettre deux langues à ses enfants. Je sais maintenant que c'est possible, mais à l'époque je le savais pas. Donc j'ai passé que le français en me disant le japonais, je passais plus au côté culturel et leur faire sentir qu'ils sont aussi japonais. Et comme ça, plus tard, s'ils veulent apprendre à parler japonais, ils pourront le faire. Donc, d'accord, ok. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai que ils auront peut-être plus de mal à communiquer avec leur famille du côté japonais, mais ils pourront très bien décider de le faire par eux-mêmes, parce qu'il y a des enfants qui délaissent un peu une langue pour une autre parce qu'ils se sentent plus à l'aise, parce qu'ils le parlent plus, voilà. Voilà. Mais donc pour mes fils, c'est un peu parce que c'était notre choix. Parce qu'on savait pas, mais aussi parce que c'est notre choix, donc ils parlent pas japonais. Mais en fait, quand j'ai pesé le pour et le contre, côté français, il y a beaucoup plus de gens qui parlent français dans ma famille que japonais, enfin des gens avec qui on a des contacts réguliers. Puis la France c'est plus près, du coup on voit plus ma famille en France. Au Japon, il y a mon frère, mais il parle français. Il y a son fils qui parle français et japonais. Et sa femme qui parle que japonais. Donc, en fait, ça fait pas beaucoup de gens qui parlent que japonais. Puis après, il y a ma tante, mes cousines. On les voit pas si souvent que ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, le japonais, ça peut attendre. Et, mais quand même, j'essaie de cultiver cet intérêt pour le Japon. Et pour que plus tard, s'ils ont envie, ils puissent l'apprendre. Ok. On va parler justement de la relation avec la famille, justement, avec les racines, l'héritage, notamment ton rapport à ça. Dans un petit instant, on rappelle que ce livre s'appellera « À la recherche des mots perdus, In Search for the Lost Words » par Yoshito Darmon Shimamori, et également Purvi Javar, qui est l'illustrateur de cette... Voilà. Illustratrice, pardon, effectivement, Purvi Javar. Donc c'est made in UK. En tout cas, c'est très intéressant comme méthode pédagogique, effectivement. C'est super bien. Une BD interactive. Puis c'est un choix aussi. Enfin, c'est le fait que ce soit pédagogique en sortant de l'école. Parce que du coup, c'est vrai que... Je trouve ça super intéressant. C'est super bien. Le Kickstarter va commencer. Alors, on en reparlera bien entendu à la fin de l'émission. On redonnera toutes les adresses utiles et notamment le lien pour être prévenu du lancement du Kickstarter le 17 avril prochain. Voilà, en fin d'émission, bien entendu. Mais déjà, vous savez qu'il y aura un Kickstarter. On vous donnera évidemment le lien. On enchaîne sur la petite devinette. De Léo. Alors Léo. Du coup, tu lances celui que tu veux. On rappelle le principe. On a donc donc Léo. Tu veux que je rappelle le principe? Alors le principe, c'est que nous retrouve deux animés du temps jadis. Je vous déterre des animés. Je vous déterre des openings de vieilles animés des années 70-80 qui sont passés en France. Note importante. Oui. Ils sont passés en France, surtout. même pas connus, même ceux qui sont pas connus. Notamment celui de la semaine dernière, Pollen, pour ceux qui s'en souviennent. Paul le pêcheur aussi, c'était pas mal. Mais Paul le pêcheur est plus connu, je trouve, dans la nostalgie des gens. Et du coup, l'idée, c'est de faire ça. C'est de découvrir les openings originaux. Et là, je vais challenger parce que là, je commence à épuiser une chaîne YouTube, donc j'apprécie beaucoup. Ça, je commence à atteindre la fin parce qu'après, c'est plus des musiques dans les animés que les openings. Et donc, deux animés beaucoup plus faciles pour le coup. La semaine dernière, c'était très compliqué. Cette semaine, c'est plus facile. Donc, je vais vous proposer deux titres pour cette semaine. Tu veux commencer par franchement, fais n'importe lequel, parce qu'on va passer les deux. D'accord. Oui, on peut commencer par celui qui commence par, du coup, Y. Allez, c'est parti. Donc, le premier, alors là, pour le coup, je ne jouerai pas, puisque je vois et j'ai deviné tout de suite ce que c'était. Oui, parce qu'il y a le nom, en fait, il y a le nom français
dans le nom original de l'animé. Bah là, pour Ils le ont coup, repris, quoi, les Français ont repris. oui, Exactement. c'est-à-dire que c'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Pour Allez, que ça c'est soit parti. facile. Donc, le premier générique. Et bien entendu, on est ensemble jusqu'à 10h avec Yoshito avec nous en direct depuis Londres. Et ce sera juste après cette petite devinette. C'est parti. Essayez de reconnaître.
Là, ça va, c'était facile. Oh oui, Ouais. surtout le dernier là. Elle Alors, dit le nom de l'animé dedans. Directement. Premier animé dans l'ordre, bien entendu, Yume Senshi Wingman, bien entendu, Wingman, Bernard Minet pour ceux qui l'ont entendu, parce que des fois, en fait, le générique n'y passait plus au bout d'un moment, le Tout à fait. le toute Club façon, Dorothée s'en foutait. On les connaissait par cœur. Hein. Voilà. Je veux dire, à un moment donné. Mais c'est ça. La force. Popular. Popular. C'est Poplar. voilà. Poplar. Qui est Poplar. d'ailleurs une station de DLR à Londres, d'ailleurs, au D'accord. passage. Oui, de Ouais, Docklands Light Railway, donc du côté de l'île des Ouais. Chiens. Bref, Mais ça, c'est l'interprète. voilà, exactement. De l'opening. Jigen Story. Est-ce que Wing- tu avais Wingman. trouvé... Oui, pardon. Est-ce que tu avais trouvé, toi, de ton côté, Yoshito? Bah non, parce que du coup, en fait, il l'entend pas, malheureusement. Ah, t'entends pas? Eh oui. C'est Non, dommage. j'entends pas. Eh ouais. Du coup, Wingman, pour ceux qui savent pas, c'est un des premiers succès de Masakazu Katsura, l'auteur de Video Girl Eye Video Girl Eye. Ouais. et de Diana Carey, enfin plein de Et choses. de oui. Eyes, Eyes, exactement. plein de trucs. Et l'autre, c'était alors le nom complet Tatakai Cho Lobo Seimetai Transformer. Transformer pour nous. Transformers, Ouais, voilà. pour nous. Voilà. Ils ont réduit. Ils pouvaient pas traduire. Alors, c'est une série américaine, mais qui est passée au Japon parce que, vas-y, est-ce que, hein? Parce que ah oui, mais parce que sous-traité évidemment. Exactement. Oui, non, mais alors, Parce que c'est traité au Japon. comme les il était une fois, oui, vous ne le saviez pas, mais il était une fois, Oui. notamment, il était une fois l'homme, c'était marqué carrément directement Tatsunoko Productions. Il était une fois la vie, je crois que le logo de Tatsunoko n'y apparaît plus parce que visiblement au niveau contractuel, eh bien, je C'était pense plus qu'il- possible. Bah non, c'est pas ça, c'est que ça a dû être négocié différemment et que Ouais. le mec était juste sous-traitant. Et l'espace, du coup? Pardon? Et l'espace? Parce qu'il y a eu... Il y a moyen. Il y a Ouais. moyen. Oui, je pense que c'est cohérent, Du, donc, du sous-traitant, de la De la sous-traitance, sous-traitance. pardon. Perds mes mots. Sous-traitage. On a un peu de mal. Hein. Satoko Shimomori, Shimomari. Donc Shimo, c'est pas le même kanji, effectivement, ouais. Shimo, c'est Voilà, donc Transformers, très, très fun de l'écouter comme ça. Et d'ailleurs, les images sont exactement identiques au générique original français. Donc c'est exactement les mêmes Ah oui. images, mais c'est juste que la chanson est complètement différente. Très 80s, bien entendu. Bah, Évidemment. c'était à l'époque, Un peu hein. city pop, un peu, voilà. Fallait surfer sur ce qui se faisait et qui Synthétiseur, tout ça. fonctionnait, quoi. Ah bah bien sûr, évidemment. le temps nous file, malheureusement, on n'aura pas le temps de passer les génériques français, mais vous les retrouverez et on vous les passera. Voilà, on vous les passera, tiens, pourquoi pas. Peut-être sur un live, un de ces quatre. Puis on doit toujours sur faire la- notre petite section French Touch, je te rappelle, dans la web radio. Faut qu'on Toujours. fasse ça. Faut qu'on Et le puis, fasse. vous pourrez, ouais, voilà, éventuellement les retrouver un jour sur la web radio. Exactement. Alors juste pour la transition également, donc du coup peut-être une petite Oui. news. J'ai deux petites news. J'en ai une. Il y a une exposition à Paris 9e à l'hôtel Drouot Oh bah, pour une future vente aux enchères. Mais Oui, ce bah. week-end, ils font l'exposition d'estampes japonaises. Et ça c'est gratos alors. Alors, j'ai pas d'informations là-dessus. J'ai cherché partout, mais j'en ai pas trouvé. Mais a priori, donc A on priori- pourrait voir gratos ce que d'autres personnes pourront se payer. Et Une que nous, on fortune. pourra pas. Voilà, c'est ça. Voilà, il parle de Okusai, de Hiroshige, de Utamaro. Oui, Utamaro, je bah, l'avais bien dit pour une fois. Les grands maîtres. Voilà, donc c'est une exposition qui est donc dans le 9e, Paris 9. Ouais, bah ça vaut le coup. Aujourd'hui, lundi et mardi. Donc vraiment demain, que la semaine voilà. prochaine. Enfin que aujourd'hui et la semaine Aujourd'hui, prochaine. lundi et mardi, et puis ceux qui veulent, la vente aux enchères, c'est le 5 et 6 et 7, mais voilà. Voilà, pour le coup c'est pour ceux qui auront les moyens. Je pense qu'aller faire un emprunt avant, quoi. C'est ça. Et ensuite, puisqu'on parle des news également, il y a une news pour le coup, je pense qu'on va enchaîner justement de toi à Léo, du coup. Ou alors De tu as moi une autre news? Bah ouais, puisqu'on est, Ah ouais. on est dans le dessin, Vas-y. il y a aussi la FK le 15. Ah bah le 15, une expo de pixel art. Non, c'est pas une expo. Pas une expo de... Non, Un c'est pas ça. atelier. C'est vous qui allez exposer. Voilà, vous pourrez repartir avec votre petit porte-clés en pixel art de ce que vous aurez décidé de faire. Voilà. Exactement. Alors le temps nous file évidemment, ce sera le 15, ce sera à la FK Bar, mais il y a une news qu'on a laissée pour cette semaine et qui est en lien avec notre invité également du jour, Yoshito Darmon Shimomori, pour le livre à la recherche des mots perdus, in Search for the Lost Words. Eh bien, c'est une news, croyez-le ou pas, de baseball. Ouais. Parce évidemment. que le Japon est champion du monde. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. En tout cas, vainqueur des World Baseball Classic face aux États-Unis. Donc, le Japon, ça fait 2 fois qu'ils ont raté la marche de la finale. Et là, cette fois, en finale, ils ont battu les États-Unis 2-1. Et c'était la folie. 3-2.
3-2 3-2 avec une dernière manche 3-2, avec la star, la légende, le futur dieu du voilà, il est même pas, enfin, il est au milieu de sa carrière, il est déjà élevé au rang de Yakyu no Kami, c'est Shohei Ohtani face à son coéquipier en club en plus, l'américain Mike Trout, et c'était le grand lui-même final. aussi. Enfin ouais, c'est ça. Et qui est considéré comme la référence. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est la référence clairement. du baseball américain, clairement. Et dernière Best manche, versus best. dernière manche, dernière inning, voilà. tout quoi. La totale. Ils se sont dit, attends, on garde le meilleur pour la fin. Tu peux pas faire meilleure série télé en scénario que ça. Et C'est tout à fait pas ça. possible. Et donc le Japon a remporté à Miami, donc sur les terres américaines. Hein. Donc Sur les terres américaines. C'est vraiment incroyable. Et c'était la folie. Enfin, le retour, juste pour vous dire, 1200 personnes à l'aéroport de Chiba. Enfin, c'était n'importe quoi. Le Narita, Ça devait être la fête. L'aéroport de Narita. Bah, dans le département de Chiba, voilà. Chiba, et c'était incroyable. Franchement, c'était la folie. Équipe qui comportait plusieurs joueurs notamment qui sont métis. J'ose pas dire half parce que c'est justement, on pourrait en parler. C'est un terme qui est malheureusement utilisé à but péjoratif. Ouais, Il nous avait expliqué d'ailleurs Maya Barou, du coup half Jin, ça tu viens du pays des half, etc. Elle nous avait fait nous avait parlé de ça justement, et qui donc comporte deux métis, Yu Darvish qui est métis japonais-iranien. Et Lars Nootbaar, qui est lui carrément un Californien, lui d'ascendance japonaise, du coup, qui est le premier japonais, justement, international japonais, comme on dit dans le terme sportif, à être né ailleurs que sur le sol de l'archipel. Exactement. Ce qui nous amène, justement, peut-être au rapport avec, on va dire, la diaspora. Est-ce que, Yoshito, justement, est-ce que tu as eu le sentiment... alors comment dire, est-ce que tu as le sentiment de faire partie d'une diaspora, parce que en France on a aussi une politique qui est de l'intégration, alors qu'aux États-Unis on a des quartiers japonais, on a des quartiers d'autres origines, etc. Donc on encourage plutôt les gens à faire société entre eux d'abord et à faire société globalement ensuite, alors qu'en France on est plutôt dans l'intégration. Est-ce que toi tu as eu ce sentiment de faire partie d'une communauté de japonais, ou alors est-ce que tu vivais ton Japon, toi, au niveau simplement familial? Un peu des deux, parce que comme tu dis, il y a pas trop, il y a pas un côté communautaire aussi fort que par exemple aux États-Unis, mais il y avait beaucoup, donc il y a l'association l'association japonaise de Lyon qui fait beaucoup d'activités. Et donc il y a ça, moi j'allais à l'école du samedi, à l'école japonaise. Ouais. Donc je savais qu'il y avait des choses qui étaient organisées, il y avait des événements de temps en temps, mais c'était plus, moi je le sentais plus comme un plus dans ma vie. C'était pas genre je devais aller là ou je devais faire ci ou ça. C'était plus un choix qui m'était offert, et ouais. Donc c'était plutôt positif, je prenais, ouais. Ok, tu le prenais comme un plus, pas forcément comme une contrainte. Il faut comme on dit en anglais, stick together, rester soudés ensemble, etc. Il y a pas forcément, oui, c'est vrai qu'on n'est pas poussé à ça en France. Ouais. Je trouve que c'est plus, on peut s'entraider, mais on va pas nous pousser à rester ensemble, ouais. Mais du coup, est-ce que tu t'es retrouvé avec d'autres personnes à l'étranger, du coup, d'origine japonaise, et est-ce que vous avez eu des vécus différents, ou est-ce que vous vous considérez comme juste avec un truc en commun, mais pas forcément comme ce qui peut se passer dans certains pays où, quel que soit le pays, tu es d'une certaine origine, tu es forcément un cousin, quoi. Alors, c'est marrant parce que en fait, du coup, moi, je suis franco-japonais, ma femme, elle est coréenne, et mais par exemple, là, dans notre quartier où on habite, on est à l'est de Londres, il y a presque pas de Français, presque pas de Coréens ou de Japonais. On en a croisé de temps en temps, mais c'est vrai que les Coréens, ils restent beaucoup plus ensemble. Dès qu'ils savent qu'il y a une famille coréenne par là, ils vont prendre contact et tout. Alors que, peut-être parce que la population française est tellement grande à Londres, il n'y a pas ça. Il y a des événements qui sont organisés pour les Français, tout ça, mais c'est tout. Et du coup, même dans notre petit coin à l'est de Londres, où il n'y a pas trop ni de Français ni de Coréens, on voit plus de Coréens que de Français. Enfin, genre, on va les voir. Oui, vous avez ils ont plus des enfants, tout ça.
Ouais. Mais à Londres, ouais, il y a un quartier coréen, par exemple, qui est dans le sud de Londres, où là, il y a vraiment beaucoup de Coréens, enfin, tout ce qui est écrit dans les rues, tu peux le voir écrit en coréen aussi. Et il y a un quartier français, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. En anglais, il y a des Français, tu les entends parler français, mais il n'y a pas d'écriteau en français dans les rues. Il y a peut-être aussi la notion de distance, parce que c'est vrai que la France n'est pas si loin par rapport à l'Angleterre, comparé à la Corée qui est beaucoup plus loin. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Et bah du coup on va pouvoir se quitter. J'étais en train de faire le signe, malheureusement, puisque du coup à 58 on va devoir hélas se quitter, mais restez bien entendu sur Radio Canu. Derrière il y a Visage d'Amérique latine. Et bah justement on va se quitter en te remerciant. Merci beaucoup. Yoshito Darmon Shimamori est avec nous pour présenter ce livre qui va entrer en campagne de financement participatif à partir du 17 avril. In Search for the Lost Words, à la recherche des mots perdus, par Yoshito Darmon Shimamori, donc qui est avec nous, et ce sera sur le site kickstarter.com. Cherchez-le en langue anglaise, In Search of the Lost Words, et cliquez bien entendu sur la petite bannière pour être prévenu du lancement, donc à partir, je le disais, du 17 avril. Yoshito, merci encore. Merci à vous. Et puis on va se quitter avec une autre de tes sélections, en plus une très très belle sélection, qui est une musique tirée de Mon voisin Totoro. Je t'adore. Ouais. Voilà. Kazenoto Limichi, merci encore. Et du coup, voilà, pour réécouter l'émission, bien entendu, vous avez le replay sur muteki-radio.fr qui sera mis en ligne, et bien entendu la web radio qui va avec, web radio dans laquelle on a bien entendu une plage horaire quotidienne justement d'artistes qui sont métis franco-japonais ou dommages entre Japon et le reste du monde, et inversement. Merci encore, on se quitte avec ça. Merci encore Yoshito, et on te retrouve donc ensuite pour la campagne sur Kickstarter, et on la suivra bien entendu de près. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. À bientôt, portez-vous bien, le son japonais Jamatane.